Bonjour. Nombreuses sont les plateformes numériques qui vous offrent, mes chers lycéens, la possibilité de suivre votre étude de l'œuvre intitulée Le dernier jour d'un condamné. Certes, le thème reste le même, mais il y a mille et une façons de le traiter, de le décortiquer pour se l'approprier. Tout dépend en réalité de nos capacités de lectorat. Par ailleurs, je vous propose ce complément d'étude à partir duquel j'aimerais bien que vous en tiriez profit. Bien. Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse qui combine à la fois une fiction d'un côté et un engagement de l'auteur, bien sûr, de l'autre. Un plaidoyer littéraire contre la peine capitale. Cette œuvre est écrite par Victor Hugo vers la fin de la Restauration et plus exactement en 1829 sous forme d'un journal intime fictif. Pourquoi un journal intime fictif? Parce qu'il retrace au jour le jour, ou plutôt heure par heure, la vie d'un condamné à mort. Un personnage dont la paternité revient à Hugo, mais qui n'existe forcément pas dans la réalité. C'est un personnage fictif qui relève du génie de l'auteur lui-même, alors le jeu de narration que nous allons trouver tout au long de l'œuvre n'est pas autobiographique car il ne renvoie pas à un personnage narrateur qui est lui-même l'auteur, comme dans La boîte à merveilles, mais à un personnage narrateur différent de l'auteur. L'histoire, dans son intégralité, évoluera dans trois lieux distincts. D'abord, Bicêtre, lieu de détention du prisonnier, un édifice qui était à la fois une prison et un hôpital des aliénés, c'est-à-dire des fous. Ensuite, la conciergerie, une autre prison où se trouve, ou bien où vont se dérouler les échanges avec le Frioche, son héritier de cachot, avant d'être transféré à la place de Grève, place des exécutions capitales, enfin à l'hôtel de ville, lieu qui se trouve en plein pied, c'est-à-dire en face de la place de Grève, là où le condamné écrirait ses dernières volontés. Parfait. Le roman tout entier est composé de 49 chapitres. Les deux premiers chapitres nous apportent les éléments de réponse auxquels doit ordinairement répondre un incipit, à savoir le cadre spatio-temporel ainsi que la présentation du personnage. Le lieu, c'est Bicêtre, le temps, la cinquième semaine de sa détention, le personnage principal, un condamné à mort, anonyme jusqu'alors. Il s'agit en fait d'un discours, d'un jeu qui parle à soi dans un lieu et en un moment précis. L'énonciateur est un condamné à mort qui souffre d'une double incarcération, c'est-à-dire d'un double emprisonnement. L'idée de la mort qui résonne dans sa tête comme un gong prend la fin ou bien la forme humaine et parfois d'un spectre, empêche son esprit de toute distraction. Ainsi parle-t-on ici d'une souffrance de l'intelligence emprisonnée dans l'implacable idée de la peine capitale, tandis que le physique était derrière les barreaux. Le détenu a eu l'impression, toujours au niveau du premier chapitre, qu'il est là, à galérer sous le poids de cette idée infernale depuis des années. L'hyperbole utilisée pour amplifier cette douleur souligne avec force sa nouvelle condition vis-à-vis la période où il jouissait de sa liberté. Tout a commencé un matin du mois de juillet ou bien du mois d'août, lorsque le procès du condamné fut entamé. Un procès qui a rallié des spectateurs et qui a duré 3 jours. Un procès où le magistrat s'est prononcé contre toute attente de la part du condamné. Rien dans la contenance des magistrats, rien non plus dans la figure des assistants n'annonçait une sentence de mort. Même le temps qui faisait ce matin-là a détrompé lui aussi les attentes du prévenu. Mais ces décisions de la Cour pénale ne seraient pas sans résultat inconséquent. Bien évidemment, le détenu demande la révision de son procès. D'une autre manière, il s'était pourvu en cassation. Sans parler du choc et de l'hallucination dans laquelle l'avait jeté la sentence de mort, de toute façon, cette affaire onéreuse, à savoir le pourvoi en cassation, lui prendra 6 semaines, alors que déjà 5 semaines, ou presque, se sont écoulées à Bicêtre. Il fallait donc vivre avec cette idée de la mort, la supporter quand même. Le troisième chapitre nous révèle nettement l'effort mental pour se convaincre de deux idées, l'accepter et l'admettre. Les questions répétitives que le condamné adresse à soi-même témoignent de la force oratoire déployée pour servir cet effet. Je rappelle que ce qui est rapporté par le personnage narrateur dans le 12e et le 3e chapitre s'est déroulé hors des murs de Bicêtre. Cela s'est passé au tribunal et sur la route de son transfert à Bicêtre. C'est un récit rétrospectif tramé depuis le lieu de l'énonciation qui est Bicêtre.
Le quatrième chapitre maintenant. Le quatrième chapitre relate le transfert et l'arrivée à Bicêtre, où la description de l'édifice est faite de manière péjorative. Le passage a aussi une valeur documentaire et historique d'un édifice qui est à la base fut, ou bien qui à la base fut un château royal, cependant devenu une bâtisse dégradée, transformée à la fois en asile pour les aliénés et en prison pour les condamnés. Venons à présent au cinquième chapitre. L'arrivée à Bicêtre est marquée par la prise d'un ensemble de précautions de la part des geôliers, du genre camisole de force, point de couteau, point de fourchette lors des repas, et ce pour garder le prisonnier sain et sauf pour la place de grève. Or, l'hostilité des gardiens s'adoucissait petit à petit, puisque notre prisonnier fit montre d'une docilité extrême et d'un bon niveau d'instruction. Par conséquent, on lui ôta la camisole de force et on le lâchait dans le priot le dimanche après la messe. Il put donc fréquenter les prisonniers et découvrir le registre de langue argotique, une langue qui compare à des crapauds, à une sorte d'excroissance montée sur la langue générale. Vous remarquez, mes chers lycéens, que les premiers chapitres ne nous ont pas fourni autant d'informations quant à la présentation du personnage principal, mais nous devons, nous, lecteurs, mobiliser notre imagination pour nous faire une image de ce personnage principal au fil de notre lecture de l'œuvre. Par exemple, on peut déduire à partir de ce chapitre, qui est le cinquième, que le condamné est un homme instruit, raffiné par l'éducation, qui fait sa messe le dimanche et qui n'a aucune connaissance de la langue argotique. Vous notez aussi que les cinq premiers chapitres les 5 premiers chapitres, ne nous donnent aucune indication qui nous pousse à dire si le jeu qui parle à soi renvoie à un discours intérieur, oral ou un discours écrit, puisqu'il ne comporte aucun indice de référence pour l'écrit. Les chapitres 6 et 7 lèvent l'ambiguïté entre le dire et l'écrire, puisqu'ils mobilisent un champ lexical de l'écriture. L'écriture de son journal de ses souffrances justifie par là même le genre du texte, un journal intime fictif auquel nous avons affaire. Cette écriture ne serait pas, au sens du diariste, gratuite, puisqu'elle lui servira comme un moyen pour distraire ses souffrances, en plus une écriture porteuse d'un enseignement à ceux qui condamnent, à moins que les feuillets de ses mémoires ne se perdent dans le priot un jour de vent et de pluie. Dans la profusion des sentiments et des sensations d'épouvante et d'angoisse, le détenu se mit à compter ce qui lui reste. Ça, c'est rapporté dans le chapitre 8. Il ironise l'appareil judiciaire qui s'agrippe et met beaucoup de temps pour trancher en masse dans les pourvois en cassation, tout en étant indifférent à des gens qui attendent leur sort. C'était jeudi et il lui reste toujours 3 jours. Il n'ose compter car le temps qui lui reste à vivre agit comme un étau qui se serre pour ainsi écraser son esprit, un esprit itérativement bouleversé. Au chapitre 9, le condamné vient de faire son testament et pense fermement à sa fille qui lui fait tant de mal. Dans ce chapitre, le condamné dénonce la justice qui juge implicitement la famille du condamné, l'ironie employée pour railler la guillotine est fort chère, est en réalité construite pour ironiser une justice qui privera et le condamné et sa famille de tous les biens, dont le bien principal du condamné, à savoir sa vie. Il n'y a rien de plus cher que la vie. Ainsi, pour échapper à l'obsession du temps, à l'obsession de cette relation avec le temps que le condamné a développée dès son arrivée à Bicêtre, il s'est mis à décrire son cachot. Au chapitre 10, à peindre la réalité qui l'entoure. Conférez-vous au chapitre 6. Aussi par la lecture des inscriptions portées au mur de son cachot. Ceci va lui provoquer des rêveries dont il ne serait dépossédé que par l'araignée qui l'avait dérangé en enlevant la toile pour lire. Chapitres 11 et 12. Le bouleversement de l'esprit affectera aussi la linéarité du récit du moment que les retours en arrière marqueront les chapitres 13, 14, 15 et 16. Le chapitre 13, il décrit d'abord objectivement une culture de masse, un thème populaire qui est la manifestation contre la répression judiciaire. La scène du ferment des bagnards a été tellement douloureuse que le témoin oculaire, à savoir le condamné, s'exprime vers la fin subjectivement
pour la dénoncer. La grève est sœur de Toulon. Une scène de laquelle il sortirait évanoui pour l'infirmerie. Victor Hugo, qui s'impose comme le grand théoricien du drame romantique au XIXe siècle, utilise toutes les techniques de cet art pour donner au chapitre 13 une théâtralité à la scène du ferrage. Remarquez le champ lexical abondant du théâtre et l'inversion des rôles à la fin. Le spectateur devient acteur et l'acteur spectateur. Le chapitre 14 de l'infirmerie, le condamné suivra le départ des bagnards ou des forçats ou des galériens pour Toulon. Alors, lorsque je dis les bagnards, je signifie les forçats et les galériens pour Toulon. Il y dénonce les conditions du transfert qui avilissent et abêtissent les galériens, 25 jours à être dans les pires conditions de la souffrance, et le jour de leur départ n'en était que le commencement. Face à cette situation, le condamné se moquait de son avocat. Que me disait-il donc, l'avocat? Les galères? Ah oui, plutôt 1000 fois la mort, plutôt l'échafaud que le bagne, plutôt le néant que l'enfer, plutôt livrer mon cou au couteau de la guillotine ou bien au couteau de guillotin qu'au carcan de la chiotte. Les galères, juste le ciel. Fin de citation. Le chapitre 15, il a fallu quitter l'infirmerie pour être repris par son cachot. Le condamné exprime son désespoir pour ne pas être malade physiquement, mais il était malade moralement d'une maladie que les médecins ou les prêtres de charité ne lui peuvent rien. Il regrette de ne pas pouvoir échapper de l'infirmerie. Avoir la grâce était une chose impossible, alors il faut donner l'exemple comme ils disent. Le chapitre 16, pendant le peu de temps passé à l'infirmerie, et suite au malheur causé par le départ des bagnards, le condamné souhaite que le bon Dieu lui envoie un petit oiseau pour égayer sa solitude et l'apaiser un peu de son mal. Toutefois, c'était la voix d'une jeune fille qui enfonçait par sa complainte douloureuse les séquelles psychiques du condamné. La complainte, la lire l'enfa, une mise en abîme en réalité, retranscrite in extenso dans une langue argotique, même au sens à demi caché, agit comme un jeu de miroir, puisque le supplicié y trouve la traduction argotique de sa situation. J'ai essuyé un chêne et je suis enfouraillé. J'ai tué un homme et je suis emprisonné. Vous voyez, chers lycéens, qu'au fil des chapitres, l'image du condamné s'installe petit à petit. Il nous révèle son crime, un crime commis involontairement et sans préméditation, car son avocat, au 12e chapitre, lui dit « Ils auront sans doute écarté la préméditation, alors ce ne sera que les travaux forcés à perpétuité. » Fin de citation. Chapitre 17. Le détenu devant tout ce marasme rêvait ou bien rêve d'échapper corps et âme à la guillotine. Mais d'abord, échapper de Bicêtre. Un rêve qui se fracasse contre les murs du cachot qui l'entoure et se transforme en pire désillusion. Les structures syntaxiques montrent bien l'irréel du présent, le présent du condamné, de son présent avec l'emploi des hypothèses si plus imparfait, plus conditionnel.